À la une également, la nuit des idées. Chaque année, elle nous invite à découvrir celles et ceux qui font bouger les lignes. Elle a lieu dans 70 pays à travers le monde, du Canada au Sénégal, en passant par l'Argentine et la France. Et c'est pour nous le fait du jour. Et parmi les participants de cette 4e édition, Federico Tarragoni, qui est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes sociologue, maître de conférences à Paris Diderot. Vous êtes spécialiste des mouvements populaires et des révolutions. Vous êtes notamment l'auteur du livre L'énigme révolutionnaire, qui parle de la révolution bolivarienne au Venezuela notamment, et aussi de sociologie de l'individu. Alors d'abord, quelques mots avant d'aborder l'actualité que je viens de citer. Quelques mots sur cette 4e nuit des idées. Pourquoi avez-vous décidé d'y participer ? J'y ai participé l'année dernière aussi. C'est un moment, disons, assez fort de notre université, plutôt de notre consortium d'universités, Sorbonne Paris-Cité, dans lequel, en fait, on met un tout petit peu à l'épreuve nos idées vis-à-vis du public. Et donc, il y a, disons, un moment aussi de science citoyenne, on pourrait dire. Ouais. Donc, face au présent, c'est le thème qui a été choisi cette année. Alors, la nuit des idées, elle veut faire circuler le savoir, mais sortir un peu du carcan qu'on voit souvent dans les télévisions, entre d'un côté des polémistes médiatiques, de l'autre des spécialistes tout autant médiatiques. En quoi est-ce important, selon vous, d'essayer de montrer d'autres visages qui font bouger les lignes ? Parce que c'était même le sens de l'université à ses débuts. Au Moyen-Âge, l'universitas, c'était un lieu public du savoir dans lequel il fallait évidemment impliquer aussi l'habitant des villes, aujourd'hui le citoyen démocratique. Et parce que, disons, les intellectuels médiatiques ou les médias souvent ont tendance à ressasser quelques idées reçues, notamment sur la politique contemporaine, les révolutions, le populisme, les mouvements populaires, et que donc il est important que les sciences sociales participent à ce débat activement. Alors il y a 180 événements cette année, des forums, des tables rondes, des conférences, des lectures, des projections, des performances artistiques aussi, et puis des débats coordonnés par le philosophe Mathieu Pot-Bonneville qui dit c'est un peu la cartographie des inquiétudes qui traversent le monde. Vous, sur quel sujet allez-vous intervenir ? Moi, je vais intervenir sur la démocratie. Et donc la thèse que je vais essayer de défendre, c'est que la démocratie a besoin en fait de la contestation. C'est-à-dire la démocratie ne se réduit pas au gouvernement représentatif et donc à cette délégation que nous faisons à nos représentants de nous gouverner pendant un temps précis, mais justement à la contestation par le bas de leurs décisions. Ça veut dire que pour vous, sociologue, quel que soit l'avis que l'on porte sur la question des gilets jaunes, c'est une bonne chose pour la démocratie? C'est sans doute une bonne chose, bien sûr, puisque même si l'idéologie de ce mouvement n'est pas encore complètement claire, c'est un mouvement qui met en avant la crise de la démocratie représentative, qui propose aussi des renouvellements de cette démocratie par le bas et surtout qui montre clairement que dans la société française, il y a un déni de visibilité pour toute une partie de la population qui veut accéder à l'état de sujet politique. Notamment cette revendication du RIC, le référendum d'initiative citoyenne. En quoi ce mouvement est-il atypique? Certains disent que la France n'a jamais vu cela depuis 1968. Pourtant, il y a beaucoup moins de monde dans les rues que, par exemple, les manifestations contre le contrat première embauche il y a quelques années ou contre la réforme des retraites à l'époque d'Alain Juppé. Comment l'expliquez-vous? C'est par sa durée? C'est sans doute par l'objet qu'il a choisi, puisque ce n'est pas un mouvement social qui prend pour cible un problème spécifique, qui propose un ensemble de mesures, de règles nouvelles à instaurer, ou qui défend des choses qui ont été éliminées par le pouvoir en place. C'est un mouvement qui s'attaque au sens même de la démocratie, et donc à l'écart croissant qui s'est creusé entre les gouvernants et les gouvernés. Cela, il est comparable à mai 68. Est-ce un mouvement révolutionnaire ? Non, ce n'est pas un mouvement révolutionnaire, puisque pour qu'il y ait un mouvement révolutionnaire, il faut que cette contestation s'installe et qu'elle ait une ampleur beaucoup plus massive. Comme vous le dites, ça reste un mouvement assez, disons, pas très massif encore. Et alors, puisqu'on parle de révolution et de mouvement révolutionnaire, vous êtes intéressé à la révolution bolivarienne, vous nous emmenez donc en Amérique latine. C'est intéressant de vous avoir ce soir, on va parler du Venezuela. Que vous inspire ce qui se passe en ce moment au Venezuela? Le Venezuela, c'est la fin à la fois d'une révolution qui a duré presque 15 ans et aussi d'un cycle de renouvellement du populisme en Amérique latine. C'est la fin d'une révolution puisque
pour chaque mouvement révolutionnaire, c'est ma thèse, il y a toujours deux canaux. Il y a un canal institutionnel, donc des transformations de l'État, des rapports de pouvoir, et il y a un canal subjectif, c'est-à-dire que les individus changent en lien avec ces transformations institutionnelles. Et ils en viennent à se penser comme des sujets politiques nouveaux. Au Venezuela, il y a eu une révolution parce que le pouvoir a mis en place des dispositifs, notamment entre 2002 et 2007, des comités populaires, sous la présidence d'Hugo Chavez, qui ont permis au peuple de se subjectiviser, c'est-à-dire tout un tas de citoyens qui vivaient en dehors de la politique, qui ne s'intéressaient pas à la politique, de se penser comme des citoyens actifs. Avec plus d'accès aux soins, à l'éducation notamment, ça c'est un acquis. À l'éducation, à la citoyenneté, à la prise de parole. Ça c'est un acquis durable. Et puis ça a été aussi un renouvellement du cycle populiste, parce que le populisme en Amérique latine, c'est autre chose que ce qu'on dit en Europe. C'est une tradition politique plutôt de gauche qui a créé des droits sociaux et en ce sens, le Venezuela est allé dans cette direction. Pour vous, Nicolás Maduro, le président actuel, est un dictateur, un autocrate, un président populiste ? C'est un autocrate, c'est un dictateur et c'est celui qui, à mon sens, a scellé la fin du populisme au Venezuela. C'est-à-dire que le moment populiste a été un moment de renouvellement de la démocratie, comme c'est souvent le cas en Amérique latine. Comment vous l'utilisez le mot populiste? Parce qu'il a une connotation plutôt négative en Europe. Vous avez l'air de l'utiliser plutôt d'un côté positif. Vous parlez du chavisme, vous parlez de... Je l'utilise en fait dans le sens où l'utilisent les latino-américains, qui sont les seuls habilités à l'utiliser, puisque ce sont les seuls qui ont vu le populisme au pouvoir. Autrement, le populisme est toujours resté à l'état d'une critique. Donc c'est quoi? C'est le retour du citoyen au cœur du système, c'est ça? C'est une tradition politique qui crée des droits sociaux et qui renouvelle la démocratie, mais qui rentre dans tout un tas de contradictions liées à son institutionnalisation, qui font que, parfois, il peut dériver vers un système autocratique. Un mot sur ce qui s'est passé au Venezuela. Aujourd'hui, Nicolás Maduro est-il encore soutenu, ou est-ce que s'il y avait des élections libres, Juan Guaidó, le président du Parlement, qui s'est autoproclamé président par intérim, l'emporterait haut la main? Alors, les sondages sont toujours critiquables. Il est difficile d'avoir une réponse claire à la question que vous posez. Je pense néanmoins, ayant observé le pays pendant des longues années, que le Maduro, le gouvernement en place, se jouit encore d'une courte avance en termes de majorité de l'électorat. Rien à voir avec la légitimité qu'avait son prédécesseur, et que donc si Guaidó se présentait aux élections, il n'aurait pas la majorité. D'autant plus que l'opposition manque toujours d'un projet politique clair, c'est-à-dire que c'est une opposition qui reste très libérale, qui reste inféodée en fait au gouvernement états-unien, du moins dans ses symboles, dans son idéologie, et que donc une partie de l'électorat populaire assez consistante, ne voit pas d'alternative réelle là-dessus. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Federico Tarragoni. Je rappelle que vous êtes sociologue et c'est la 4e nuit d'hésiter. N'hésitez pas, c'est un très bel événement dans 70 pays avec les alliances françaises notamment.